Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. On va vous proposer d'aller au théâtre pour commencer. Fallait pas le dire, c'est une pièce de Salomé Lelouch. On sera avec Bernard Yerles qui est à l'affiche de cette pièce qui sera jouée pendant les fêtes de fin d'année au Volubilis. Et puis après, on aura une grande page musicale. Ce soir, on recevra d'abord Margot Vranken, pianiste, qui sort un nouvel album qui s'appelle Constellation. Et puis ensuite, un saxophoniste, Pierre Vaiana, qui a lui sorti un album qui s'appelle Camera Obscura. Ce sera donc une chouette pièce de théâtre et de la belle musique au programme. Et puis on terminera évidemment avec un micro ouvert. On accueillera une nouvelle venue. Elle s'appelle Rogine. C'est une slameuse. Elle sera avec nous en fin d'émission. C'est Connaissez-vous, c'est la dernière. Et nous sommes partis. Bonjour Bernard Yerles. Bonjour. Comment allez-vous? Mais très bien, et vous-même? On va très bien et on est heureux de vous recevoir dans cette émission. Un Belge qui réussit à Paris, en France, c'est ça qu'on peut dire de vous? Si vous voulez, pourquoi pas, oui, Ouais. oui. Voilà. En tout cas, je me balade entre les deux pays, ça c'est sûr. Ouais, depuis longtemps maintenant. Depuis quelques années maintenant, oui. Ouais. Ouais. Commencé une carrière exclusivement, on va dire, théâtrale les 10 premières années en Belgique, en étant aussi professeur d'ailleurs, à un moment donné à l'INSAS, et puis par le biais de rencontres aussi diverses qu'intéressantes et enrichissantes, je me suis retrouvé voilà, en France, d'abord au théâtre, et puis sur des castings de certains films cinéma qui m'ont ouvert les portes de plein de choses à Paris. Ouais, notamment des téléfilms, hein. Vous êtes très présent en télévision. Absolument. Ouais. C'est le même métier, la scène et la télé? Pour moi, c'est le même métier, mais ça passe pas par les mêmes techniques, on va dire. Je ne sais plus quel acteur disait, vous savez, on joue en fait et on part à partir de soi-même. On apprend à jouer pour je veux dire un objectif de 80, d'aller en gros plan, et puis, puis pour un objectif de 50, on recule, 18, puis pour une salle de 50 personnes, 200 personnes, et puis une salle de 2000 personnes. Voilà, c'est la même chose. On part de soi, de son intériorité, mais il faut apprendre à un moment donné à donner, à voir aux spectateurs, quel qu'il soit. Ouais, c'est la même chose, parce que c'est pas la même émotion quand même pour vous. Ben, si, enfin, moi, je pars toujours à partir de ce que je reçois d'abord. Comme matière première, c'est un texte. C'est évidemment un personnage, c'est des sentiments qui vont avec, c'est un caractère, et j'essaye toujours de montrer la part, on va dire, complexe du personnage, de l'être que j'incarne, parce que je pense que nous sommes faits d'une matière très complexe, très riche, et que ce qui m'intéresse quand on me donne des personnages qui sont plutôt des personnages solaires, c'est de trouver leur part d'obscurité. Et l'inverse. Voilà. Donc, c'est toujours un travail d'exploration, en tout cas. Est-ce qu'il y a des endroits et des moments où vous avez encore le trac? Ah ouais. Oui. En fait, curieusement, j'avais très fort le trac quand j'allais enseigner. Parce que mes parents étaient tous les deux professeurs et que je pense qu'il y avait quelques surmoi comme ça là-dessus, de bien agir, de donner des choses à entendre, des choses essentielles, et pas d'être trop léger là-dessus. J'ai encore le trac de temps en temps quand aux abords des premières de théâtre. Plutôt au théâtre et plus tellement en télévision? Non, beaucoup moins. Au début d'une aventure, oui, sans doute. Quand c'est des nouveaux partenaires, etc. Mais là, pour l'instant, je suis sur une série avec Julie Depardieu. Un rendez-vous, on va dire, annuel. On tourne 2 épisodes par an. Donc là, on a un peu notre petit confort. Mais ça, c'est un gros succès. Hein, ça se passe dans la région de Bordeaux. Absolument. Ça participe de votre notoriété du moment, en tout cas. Oui, c'est toujours comme ça. Bon, c'est une série qui marche. Je pense que la télévision n'a pas beaucoup de mémoire, à l'inverse du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a un flux tellement important qui efface ce qui vient d'être fait qu'il faut être toujours dans la petite lucarne. Sinon, on vous oublie très vite. Et j'ai eu la chance, pendant des années,
d'empiler, voilà, de jouer beaucoup de rôles différents dans beaucoup de séries différentes, de garder justement une possibilité de m'amuser encore et voilà, de ne pas m'enfermer, parce qu'il faut toujours éviter de se faire enfermer quand on est comédien dans une étiquette, avec une étiquette comme ça. Et donc, mais il faut continuer d'être présent. Voilà, donc j'ai encore cette chance-là, donc j'en profite. Alors, on va parler théâtre avec vous ce soir. Est-ce que vous avez envie de vous asseoir ? Oui. Alors, la place sur la banquette, celle qui sera la plus à gauche. Vous voyez, donc, non, de l'autre côté, alors. En face, voilà, juste devant le dossier, ce sera parfait. On va parler d'une pièce de Salomé Lelouch, oui, qui s'appelle Fallait pas le dire. On fait le pitch en quelques phrases. C'est une série de scénettes, mais qui ont un fil rouge. C'est qu'est-ce qui est politiquement correct, et est-ce qu'on peut s'affranchir du politiquement correct, et qu'est-ce qui est sincère et qu'est-ce qui n'est pas sincère. C'est un bon résumé ou pas ? Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est, comme vous dites, une série de scènes comme ça, il y en a une quinzaine en tout, avec des couples chaque fois, des discussions de couples différents, de tous les genres, et avec chaque fois des avis évidemment opposés sur ce qu'on peut dire ou on ne peut pas dire sur des sujets de société qui nous occupent un peu tous. Ça peut être le genre, ça peut être le voile, l'écologie, la trottinette, ce qu'on peut dire du gâteau de la belle-maman, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, enfin voilà, toute une série de choses évidemment qui sont traitées sur le ton de la comédie par des quinquas, hein, qui sont parfois un peu dépassés par le monde dans lequel ils vivent et ces nouvelles normes, voilà, et où à un moment donné il faut savoir ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Ouais, cette histoire de l'âge, elle est importante pour bien comprendre le propos. C'est une pièce d'une génération ? En tout cas, elle est incarnée par notre génération. Je pense qu'elle pourrait être incarnée autrement, parce que Salomé Lelouch, quand elle l'a écrit, elle pensait qu'on pouvait faire ça entre générations, une discussion entre un père et son fils, ou des couples différents. Voilà. Et nous, on s'est en plus, quand on a travaillé en répétition, on s'est adjoint d'une jeune assistante. Qui nous renvoyait toujours d'ailleurs enfin, qui nous critiquait dans notre manière d'aborder les sujets. On avait des grandes discussions autour de tous ces thèmes et c'était intéressant chaque fois d'avoir son avis, parce qu'il y a effectivement quelque chose de générationnel, quoi, sur tous ces sujets où on ne parle pas de la même manière quand on a 30 ans ou 60 ans, quoi, ça c'est sûr. Et donc à la mise en scène, l'assistante, c'est Noémie Van Est. On va voir un extrait, si vous voulez bien, Bernard, et puis on en reparle juste après. J'en reviens pas que tu lui aies dit ça. Quoi? Ça ne se dit pas. Pourquoi? C'est une question de finesse, de savoir ce qui se dit ou pas. Et comment on sait ce qui se dit ou pas? C'est intuitif. Je dois manquer d'intuition. Non, tu manques de tact. Ah non, je lui ai dit très gentiment. Oui, tu l'as gentiment humilié. On n'humilie pas quelqu'un avec un gâteau. Tu l'as dévasté. On parle d'un gâteau au yaourt. Ah, non. On parle du gâteau que ma mère nous fait tous les dimanches depuis 50 ans. Elle le fait pour nous faire plaisir. Et toi, avec tes grandes idées de paroles libérées, tu lui as dit qu'il était dégueulasse. J'ai jamais dit dégueulasse. J'ai dit trop sec. Oui, elle a entendu dégueulasse. Elle te l'a dit. Enfin, elle ne fait pas ce gâteau pour qu'il soit bon. Elle le fait pour nous faire plaisir. La seule chose qu'elle attend en retour, c'est qu'on le trouve bon. Et toi, tu lui dis qu'il est trop sec. Tous les dimanches, maman nous préparait son plat fétiche. Et nous, on traversait la ville pour saluer la performance. Avec le sentiment de déguster un dessert unique et délicieux dont elle seule avait le secret. Si le but était juste de manger un bon gâteau, on pouvait chacun aller à la boulangerie la plus proche de chez nous. Notre intention n'était pas de savoir si ce gâteau était bon, mais de dire qu'il était bon, sans arrière-pensée.
Parce que si on dit ce qu'on pense, hein, comme tu l'as fait, abusivement, on finit par penser ce que l'on a dit. Or, ce qui compte, c'est ce que les gens entendent de ce que l'on a dit. C'est ça qui reste et sera retenu. Pas ce qu'on pense. Tu penses trop ce que tu dis. Enfin, c'est quand même pas compliqué à comprendre que ce qu'on pense, on ne le dit pas sans avoir pensé aux conséquences de ce que l'on a dit. C'est pas compliqué. Ben, c'est pour ça que vous vous dites jamais rien dans ta famille. Voilà, Bernard Yerlès, on est donc dans le registre de la comédie, Oui. Ça c'est assez clair. C'est plus profond qu'il n'y paraît sans doute à la première écoute. On a mis juste un petit extrait du sketch, hein. Il est un petit peu plus long dans la réalité. Vous abordez ce rôle comment? On vous a vu au théâtre beaucoup dans d'autres rôles, Cyrano de Bergerac par exemple. Là, il y a une succession de scénettes. C'est un travail de vous approprier à chaque fois le personnage? Oui, c'est à la fois de trouver l'énergie différente, parce que ce sont pas les mêmes couples, ce sont pas donc les mêmes personnages, comme vous dites. Donc ce qu'il fallait trouver, c'est ça, cette manière de nourrir. Je dirais, il y en a un qui est plutôt angoissé par l'équilibre familial et de dénoncer comme ça le mauvais gâteau de la maman. Ça perturbe tout son équilibre psychologique, on va dire. Un deuxième, ça va être quelqu'un qui va être beaucoup plus, on va dire, qui veut avoir raison par rapport à sa femme, mais avoir les bons arguments. Voilà, et c'est à travers des petites différences comme ça qu'on essaye de donner du relief au spectacle et aux personnages. Oui, alors vous êtes 4 sur scène. Hein, alors on est 4 sur scène. Et Hélène puis à chaque... Tonissen, voilà, voilà. Catherine Connet et Alain Lempoul, et vous, évidemment. C'est important à signaler, les couples vont changer, donc à la fois les duos d'acteurs, mais les couples aussi. Il y a aussi des couples homosexuels dans la pièce, c'était important? Ben, on voulait en tout cas, c'était une idée d'Alain et qui était au départ une idée de Salomé Lelouch aussi, de vouloir des couples de tous les genres. Elle a écrit ça dans cette optique-là et au départ, en fait, elle a écrit ça pendant le Covid, je crois, en écoutant beaucoup son beau-père, Pierre Arditi, et sa mère, Evelyne Bouix, qui ont lu la pièce et qui ont dit « Nous, on veut la jouer à deux ». Donc elle a adapté la pièce pour eux deux, mais elle a fait la même chose pour nous, parce qu'on lui a proposé de le jouer comme ça, et elle a dit « Mais c'était mon idée originale ». Donc elle est venue nous voir et elle a participé au processus de création, en nous donnant quelques idées, en corrigeant des textes. D'ailleurs, c'est ça où le théâtre est passionnant, c'est que c'est un art vivant et à chaque fois réinventé. Et il y a des tas de gens d'ailleurs qui ont vu la première version avec ces deux acteurs qu'on connaît tous et qui ont vu la nôtre et qui disent c'est incroyable, on entend autre chose, on voit autre chose, ça nous fait réfléchir autrement. Voilà. Alors on a eu un premier extrait sur quelque chose qui peut paraître anodin, même si quand ça touche l'intime, ça peut être dramatique, cette histoire de gâteau, évidemment. Mais on va parler de politique aussi, un petit peu dans Fallait pas le dire. On en écoute un deuxième extrait. 27 degrés en plein mois de février, cette fois, vous ne pouvez pas nier que cela ressemble à la fin du monde. Ok, comment ça s'organise? Puisque c'est la fin du monde, on déjeune plus? Tu t'en fiches, en fait, que ce soit la fin du monde? Non, pas du tout. Mais comme dans l'heure qui vient, je ne vois pas bien ce qu'on peut faire, je propose d'aller déjeuner. Pour en parler, par exemple. Vous pouvez plaider la négligence, mais non pas l'ignorance. On ne savait pas. À l'époque, hein, on ne savait pas. Tu ne peux pas dire ça. Oui, il y a 40 ans, on savait. Les écolos ont essayé de nous prévenir. Les écolos. Eh bien, je te rappelle qu'à l'époque, les écolos étaient majoritairement des babacools qui avaient fumé trop d'herbe. Hein. 27 degrés, qu'est-ce que ça prouve? Je ne savais pas que j'étais marié avec une scientifique chevronnée. Non, les seules personnes qui peuvent sauver le monde, ce sont les chefs d'État. Est-ce que je suis président? Non. Bon, alors si on m'interdit les cafés et l'avion, j'arrête. Mais qu'on ne vienne pas me demander de faire ce qu'un président au monde n'est capable de faire. Et justement,
Si on avait voté écolo à l'époque, on aurait peut-être eu d'autres présidents. Elle a gagné. Tu culpabilises. Oh, mais si on était comme ces Français qui n'avaient pas compris tout de suite que c'était De Gaulle qu'il fallait suivre et pas Pétain. Oh, attention. Point Godwin. C'est quoi le point Godwin? Tout ramener à la Seconde Guerre mondiale quand on n'a plus d'arguments dans la discussion. Mais si ça se trouve, on est des collabos du climat. Pourquoi tu me mets ce bonnet? Il fait 27 degrés. Ah bah, on est en février, non? Est-ce que vous aimez bien vous revoir, Bernard Yerles? C'est marrant, ça me fait rire, oui. Je trouve ce personnage de très mauvaise foi et c'est vraiment réjouissant de jouer de la mauvaise foi comme ça. Donc ça m'amuse, oui. Ça veut dire qu'au fond de vous, vous n'êtes pas un climato-sceptique. C'est le personnage qui l'est. Alors il y a beaucoup quand même de choses que j'aime dire avec ce personnage et parfois que je ne dis pas toujours tout haut de peur d'être mal compris ou mal jugé. Je trouve qu'il y a une forme de culpabilisation qui m'exaspère un tout petit peu sur ce sujet, par exemple du climat où bon effectivement il y a une conscientisation à avoir, le citoyen doit faire son travail, mais je pense que surtout si on obligeait les politiques à obliger les grosses entreprises et les vrais gros pollueurs à faire le travail, voilà, on nous demanderait peut-être pas autant, ou en tout cas, voilà, ça fait partie. Toute chose est extrêmement complexe. Moi, j'adore la complexité en tout, dans la pensée aussi. Et j'ai l'impression parfois que on vit une époque où on est parfois dans des réflexions binaires. Et ça m'a toujours un peu énervé. Ouais, c'est la grande leçon aussi de l'écriture de Salomé Lelouch, c'est qu'on a des échanges d'arguments, mais ça incite au débat. C'est-à-dire que les fins sont ouvertes. Tout à fait. Ça veut dire que si je vais voir votre pièce en famille, si ma famille va bien et qu'on se respecte, c'est une bonne idée. Si on passe son temps à s'engueuler, on va s'engueuler en sortant de la pièce. Oui, c'est un peu vrai. Et en même temps, Salomé dit ça de son texte. Elle dit on peut ne pas être d'accord et s'aimer quand même. Voilà. Et je pense que à cause peut-être de ce problème, enfin, un des problèmes que peuvent poser les réseaux sociaux, etc., c'est que justement, il y a souvent une invective comme ça, on est derrière son écran, on s'envoie des insultes, alors qu'être ensemble autour d'une table, par exemple, en famille, il y a sans doute une obligation aussi d'écouter, de respecter l'autre, d'être dans une parole qui échange et donc qui se construit et qui permet la réflexion. Voilà, moi je pense qu'il n'y a que ça de vrai, c'est de réfléchir ensemble et d'essayer de comprendre les arguments de l'autre aussi. Voilà, ça parle donc notamment du climat, mais aussi du rapport entre hommes et femmes, des couples, de la question du genre et de l'apparence de genre. Voilà. Il y a beaucoup de thèmes. C'est au Volubilis, c'est jusqu'au 31 décembre. On va signaler que vous jouez 2 fois le 31 décembre. Oui. Ouais, donc là, c'est double tournée pour le Réveillon. Vous êtes en tournée en ce moment, hein, parce que ça passe, Oui. c'est passé en Wallonie un petit peu partout. Oui. Ça avait été monté l'an dernier au Théâtre du Parc. C'est une bonne réception de la part du public. Au Théâtre des Galeries, pardon. Il y a une bonne réception du public. Ah oui, tout à fait. On a vraiment une merveilleuse tournée. Toutes les salles sont remplies. Je crois qu'on n'est pas loin des 30 000 spectateurs, ce qui est vraiment extraordinaire pour une production belge. Voilà, donc nous, on est vraiment ravis et on prend encore beaucoup de plaisir à jouer ce texte. Voilà, jusqu'à la fin de l'année, donc au Volubilis. Et il reste encore quelques places, mais il faut se dépêcher. On va parler musique, si vous voulez bien, Bernard. Oui, vous allez découvrir Margot Vranken. Margot, est-ce qu'on peut vous proposer de vous asseoir en face de Bien Bernard? sûr. Comme ça, ce sera plus facile. Voilà. Est-ce que vous pourriez vous présenter à Bernard Yerles? Alors bonjour Bernard Yerles. Tout d'abord, moi je vous connais, parce que le titre de l'émission c'est Connaissez-vous? Oui, je vous connais et c'est vraiment un honneur de partager ce moment avec vous. Bah, c'est gentil. Donc je suis vraiment contente de vous rencontrer encore plus. Et moi je m'appelle Margot Vranken, je suis pianiste, jazz principalement, mais beaucoup d'autres styles aussi, compositrice. Et je viens de sortir un nouvel album aujourd'hui. Bravo. Merci. Voilà. Ce nouvel album il s'appelle Constellation. On va en parler en détail. Il est disponible donc sur les plateformes. Il n'y a pas eu d'album physique cette fois-ci, Margot, contrairement à vos albums précédents. C'est le 3e album, je ne me trompe pas, ou le 4e? Alors c'est le 5e projet enregistré, mais c'est le 4e album. Ouais. Et il y avait un live, hein, je pense, dans le lot, non? Oui, tout à fait, il y avait un live.
Ouais. Comment ça se passe la production d'un album aujourd'hui? Ça reste difficile? Comment ça se passe? C'est en fonds propres, donc c'est-à-dire des milliers d'euros de mon propre travail. C'est un travail qui coûte de l'argent, mais je pense que ça a toujours été le cas de tout temps, de toutes les époques. Si on lit un peu la biographie de Quincy Jones, paix à son âme d'ailleurs, il a aussi investi dans ses propres projets, il a perdu des centaines de millions de dollars et puis il s'est relevé. Voilà, j'ai pas envie d'être dans la complainte et le misérabilisme. C'est un métier qui coûte de l'argent, il faut en être conscient. Il n'y a pas beaucoup de moyens financiers en Belgique, donc on se débrouille. Ouais. On va écouter tout de suite un premier extrait et on en reparle juste après. Sourire de votre consoeur Farah Imalek qui vous accompagne au chant, Margot Vrancken donc au piano et à la composition. On va demander à Bernard Yerles ce qu'il a ressenti en écoutant cette musique. Je trouve que c'est très beau, vraiment. On a l'impression de flotter un peu comme ça dans l'air et je trouvais ça vraiment... bravo. Merci, c'est gentil. Belle composition. Ouais. Ouais. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un interlude dans cet album, Margot. Oui, c'est quelque chose d'assez intimiste. Il y a d'autres plages de l'album où il y a de la guitare électrique, de la percussion, de la basse. Mais c'est vrai que le projet central, c'est autour de nous deux. C'est vraiment notre collaboration musicale et amicale qui a commencé en 2018 aux États-Unis. Donc c'est mon acolyte, on va dire. Vous chantez aussi, vous? De temps en temps, mais pas sur cet album-ci. D'accord. Voilà. Elle a une voix extraordinaire, Farah Imalek. Et ceux qui vous suivent, vous ont déjà vu avec d'autres chanteuses, Margot Vrancken, vous avez quand même un certain talent pour trouver des voix qui ont quand même des tessitures qui nous touchent beaucoup. Si vous deviez définir la tessiture de Farah Imalek, elle est très très belle dans les graves notamment. Oui, c'est surtout une voix chaleureuse qui nous emmène loin. C'est une voix qui nous touche en plein cœur et c'est une voix en plus de ça qui est en totale maîtrise technique. Donc c'est la technique avec l'alliance de l'émotion au service de la musique. Donc elle est extraordinaire. Et là, elle fait deux voix. Hein, oui, on a réenregistré par après. Donc là, il y a deux voix. Ouais, mais en live, on réorganise la musique entre nous. Voilà. Ouais. Il s'appelle Constellation, ce nouvel album de Margot Vrancken. Si vous deviez le définir par rapport au précédent, pour ceux qui suivent votre travail. Alors Songbook, c'était vraiment quelque chose avec beaucoup d'invités, qui a été enregistré à Bruxelles. J'avais envie de faire... et avec beaucoup de chanteurs et chanteuses différents. Et là, c'est quelque chose d'un peu plus concentré. Le fil rouge, c'est vraiment notre collaboration en duo, comme je disais.
Et Constellation, c'est un album qui revendique encore plus cet héritage américain, on va dire, hein, donc vraiment les chansons américaines, ces sonorités-là. Je pense que ça s'entend, et cet héritage pop aussi, hein, qui a fait toujours partie de moi et de mon écriture, mais c'est aussi les constellations, le titre, c'est les constellations de femmes. Ça, ce sont des paroles écrites par François Vaiana. On aura l'occasion d'en rediscuter, je pense. Oui, vous vendez quasiment la mèche sur le troisième invité. Petite précision quand même, vous dites l'influence pop. Moi, j'ai écouté l'album, il y a de l'influence pop, ça reste jazz quand même, oui. Très jazz même dans l'ensemble. C'est sans doute moins pop que le précédent, hein. Vous revenez à des choses sans doute un petit peu plus simples au niveau de l'orchestration. Il y a aussi des influences classiques, j'allais dire, de musique baroque aussi. Ah, vous trouvez? Oui. C'est surprenant et ça me fait plaisir. Oui, j'imagine, j'ai un bagage classique comme beaucoup de jeunes Belges, académie, solfège, etc. Nos parents nous y ont inscrits et puis certains et certaines d'entre nous y ont pris goût, dont moi. Et oui, ça fait partie de mon héritage aussi, hein, cette musique classique. Ouais. Comment est-ce que vous travaillez, Margot Vrancken? Le morceau qu'on vient d'entendre, c'est combien d'heures de composition? Est-ce que ça vient d'un trait tout seul? Est-ce qu'il faut juste trouver le petit gimmick central et puis on construit autour? Est-ce que vous mettez des semaines ou des mois à accoucher d'une partition? Alors, le processus de l'accouchement d'un morceau ne sera jamais égal au processus de l'accouchement d'un être. Que je viens d'expérimenter il y a un an. Vous êtes jeune maman. Mais non, ça peut aller assez vite. J'ai cette chance-là d'être assez rapide dans le travail de l'écriture ou de l'arrangement des cordes, par exemple, ou des voix. J'écris beaucoup d'arrangements. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et non, ça va assez vite, Fabrice. Je dois bien être honnête avec vous. Ouais. Alors, on va écouter un deuxième extrait de cet album. Day, like dust has been swept away. So many roads to take, choices to make. I thought I knew so much, slipped up in many lines, should break away or stay, searching the way. Never thought I could bear so much pain, looking back not knowing what to say. Strangers being friends, tears mixed with rain. Now we pray. Voilà, Margot Vrancken avec Farah Melek. On a mis un petit extrait de ce morceau-là parce que je voulais souligner votre capacité à écrire des mélodies qu'on pourrait facilement mémoriser. Ça fait partie de votre patte aussi, ça, hein? Oui, n'ayons pas peur de la mélodie, surtout dans le jazz. J'ai l'impression qu'il y a parfois un espèce de... Pas de rejet, hein, ce serait un grand mot, mais d'avoir peur un peu du kitsch ou du trop simple. Alors que pour moi, Bernard Yerlet s'en parlait très justement, cette histoire de communion, d'être ensemble. Et je pense que ça peut se faire au travers de la musique en chantant ensemble et en fredonnant cette mélodie, ou ça peut être autre chose. C'est très important pour moi. Est-ce que je peux poser une question, Fabrice? Allez-y, Bernard. Parce qu'en fait, il se fait que je connais sa maman. Parce que quand j'étais jeune, j'ai dansé avec elle. C'était une élève de ma maman qui était professeure de français. Voilà. Bruxelles, c'est tout petit, hein? Oui, voilà. Ouais. Et donc, je me demandais, parce que vous avez parlé d'eux, qui vous avez amené au solfège, etc. Est-ce qu'ils vous ont aidé à embrasser cette carrière? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'angoisse, etc. pour eux de dire... est-ce que c'est une profession qui va te nourrir ou C'est une très bonne question, et ma maman a fait part de ses angoisses quand j'avais 18 ans et quand je voulais vraiment faire le conservatoire de jazz, et elle m'avait dit que ce serait compliqué de concilier vie par exemple professionnelle et familiale si il
y avait envie d'avoir une famille, bien sûr, c'était pas obligatoire. Et effectivement, elle avait raison, c'est compliqué, mais ce que j'apprécie énormément chez mes parents, c'est qu'ils ont été très soutenants. Donc, c'est-à-dire dès 1h du mat, avec ma maman qui soulève le clavier avec moi de la voiture. Ah oui, non, elle est extraordinaire, mon papa aussi. Ils sont vraiment soutenants au niveau logistique, au niveau moral. Comme je le disais tout à l'heure, c'est mon papa qui a fait le montage du clip vidéo que nous avons vu. J'ai cette chance-là de pouvoir faire appel à lui. Et donc, ils sont extrêmement soutenants et je pense que c'est assez essentiel à la bonne... au bon déroulement d'une carrière artistique. Donc, je les remercie. Ouais. Pour cette carrière, vous étiez partie aux États-Unis, Margot, où vous avez étudié, ce qui vous a permis d'engranger beaucoup de connaissances, j'imagine notamment en termes de composition, d'arrangement, de rencontrer des personnalités comme Farahi Malek. Aujourd'hui, c'est Bruxelles, vous restez à Bruxelles ? Oui, mais les portes ne sont jamais vraiment fermées. On verra. Mais pour le moment, on est à Bruxelles et on est très contents. Et il y a des magnifiques choses en Belgique, donc c'est un plaisir. Ouais, on peut citer les principaux musiciens qui sont présents sur l'album et avec lesquels vous allez tourner pour présenter l'album bientôt ? Alors ça va être différent parce que j'ai invité Farahi Malek, la chanteuse qu'on vient d'entendre, à venir faire des concerts de présentation en Belgique en février prochain, mais l'équipe va être différente. Pour les concerts de présentation en Belgique, ça va être Fred Malampré aux percussions et Victor Foulon à la contrebasse. Mais ce qu'on a entendu sur l'album, c'est Lior Tzemach à la guitare, qui va aussi jouer avec nous en Belgique, il ne faut pas que je l'oublie. Et il y a Luca Alemano à la contrebasse donc sur cet album et Diego Alvarez aux percussions. Voilà, et on va souligner qu'il y aura un concert de présentation le 5 février, ce sera à Liège, et le 7 février, là, ce sera à Bruxelles, ce sera au Botanique pour ce qui concerne Bruxelles, et puis il y aura encore une séance de rattrapage au Grand-Duché de Luxembourg, et ça, ce sera 2 jours plus tard, ce sera le 9, voilà pour la petite tournée de présentation de cet album. Est-ce qu'on vous a donné envie d'aller écouter Margot Vrancken, Bernard Yerles? Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui, et puis même d'acheter son disque tout de suite, oui. Voilà, et ben donc le disque, il n'est pas sorti en physique, il ne faut pas aller chez le disquaire, il faut aller sur les plateformes. Oui, voilà, d'accord. Mais on peut l'acheter en ligne aussi. Oui, voilà. Vous êtes un petit peu numérique, Bernard, ou dans le personnage de vieux grincheux que vous incarnez dans la pièce de Salomé Lelouch, il y a une part de vrai chez vous. Le numérique ne vous est pas tout à fait une terre très connue. Non, pas vraiment, non. Je suis assez nul par rapport à tout ça. Voilà, comme tout le monde, tout professionnel, de temps en temps, j'essaie de communiquer sur les réseaux, sur mes activités, etc. Mais c'est vraiment la seule chose que je sais faire. Et j'ai parfois besoin de demander à mes enfants ou à ma belle-fille de faire les choses pour moi, parce que c'est un monde, effectivement, qui évolue tellement vite aussi que, bon, je ne vais pas jouer le vieux ringard, hein, mais voilà. Bah, ça va très vite pour nous aussi, hein. Oui, voilà. Je vous rassure. Prendre un vinyle 33 tours et le poser sur une chaîne hi-fi, ça vous savez faire quand même. La belle époque. Ah bah allez, on va accueillir Pierre Vaiana et on va parler de ça. Pierre Vaiana, vous pouvez vous présenter auprès de Bernard Yerles peut-être? Bernard, je m'appelle Pierre Vaiana. Oh, formidable. Et je ne sais pas quoi dire en fait. Je suis saxophoniste, oui, mais ça... soprano. Ouais. Donc je me suis spécialisé sur le saxophone soprano depuis le tout début. Et je joue du jazz. J'ai aussi voyagé beaucoup. J'ai habité comme Margot en Amérique, à New York pendant 4 ans. Fin des années 80. Il faut qu'en fait que c'est une terre où il y a des tas de choses qui se passent et qu'il faut passer par là, un peu comme nous, quand on dit il faut aller à Paris pour réussir dans ce métier. Ouais, le jazz est né en Amérique, donc c'est vrai que quand on va en Amérique et qu'on a la possibilité d'approcher les lieux, les personnes, ça change beaucoup de choses. L'énergie, le swing, voilà, je pense que l'Amérique c'est vraiment important. Vous êtes d'accord avec ça, Margot? Il fallait aller aux États-Unis pour être une bonne jazzwoman? C'est la terre-mère, donc oui, moi je trouve que c'est essentiel. Si on a le luxe, l'opportunité d'y aller, bien entendu, hein, ça reste quand même un gros projet. Il faut bien s'y préparer financièrement, psychologiquement. Ouais. Mais même y passer, moi je suis allé à la Nouvelle-Orléans avec François Vaiana, mon fils, il y a 1 an.
Et j'y étais jamais allé. Et aller dans le lieu où le jazz est né, Oh là là. je veux dire, ça, c'était quelque chose d'assez Spécial. extraordinaire. Ouais. Génial. Ouais, Et, on vient de parler de François. Donc, on va juste expliquer la connexion donc, entre Pierre et Margot. C'est que François écrit des textes pour Margot, hein, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Oui. Et François, on l'avait reçu il y a quelques semaines de ça, dans Connaissez-vous, pour le Bruxelles Vocal Project, si je ne me trompe pas sur le terme. Pierre, c'est un nouvel album que vous nous présentez. Il y a combien d'albums au compteur maintenant chez vous? Ouf, je sais pas. Je sais pas. Je les compte pas parce que j'ai l'impression que j'ai rien fait moi dans ma vie. Donc j'ai l'impression que je peux parler du prochain que j'ai pas encore sorti. C'est celui que j'attends depuis toute une vie. J'ai pas de. Quand je vois ce que j'ai fait, je me dis waouh, j'ai fait tout ça. Il y avait une rétrospective à la Maison du Jazz il y a une semaine ou deux, où on a un peu présenté toute ma carrière. J'ai vu des photos de moi enfant, des vidéos que Jean-Paul Schroeder, qui est l'ancien directeur de la Maison du Jazz, avait collectées. Et je me dis, waouh, moi j'ai l'impression d'avoir rien fait. Mais voilà, je pense que j'ai une très mauvaise mémoire peut-être. Alors, le nouvel album s'appelle Camera Obscura et on va en écouter un extrait. Voilà, le souffle de Pierre Vaiana, extrait de Camera Obscura. Margot Vranken, Bernard Yerles, qu'est-ce que vous venez de ressentir? Vous avez frissonné ou pas? Oui, oui, enfin, en plus avec ces paysages magnifiques. J'avais l'impression que c'était presque pas du saxo au début, que c'était comme un instrument ethnique comme ça avant. Je trouve ça super beau. Et non, vraiment, ça donne des émotions, cette musique-là. Margot? Moi, j'aime beaucoup. Je connais le travail quand même de Pierre, qui est une personne très importante dans l'histoire du jazz et dans l'histoire du jazz belge. Donc, c'est un plaisir aussi de participer à cette émission avec Pierre Vaiana. Et je disais, est-ce que c'est des images de Sicile? Et c'est vrai que les images amènent en plus à la dimension musicale quelque chose de très onirique, donc très très beau. Ouais, le rapport à la terre italienne, c'est quelque chose d'important pour vous, Pierre, hein? C'est fondateur pour moi. Je suis né dans une famille d'immigrés italiens. J'ai grandi avec une langue, avec une culture. Après, moi, j'ai vraiment beaucoup bourlingué. Et je me dis qu'il y a les origines et puis il y a tout ce qu'on vit, tout ce qu'on parcourt. Je me sens vraiment citoyen du monde. Mais c'est vrai que j'ai mes racines dans cette terre de Sicile que j'aime montrer. Je suis content que vous ayez choisi ce clip. Parce que quand on s'est vu chez Igloo il y a un an pour parler de réaliser des clips, parce que je pensais qu'aujourd'hui
si on ne met pas des images sur la musique, c'est très difficile de la partager de manière vraiment profonde. On s'est vu avec ce vidéaste qui s'appelle Vincent Blairon, et il m'a dit, moi j'ai écouté cette musique et je vois une montagne, je vois un paysage, je vois... et je lui dis, ben, et si on allait le tourner là-bas? Parce qu'en fait, en écoutant ma musique, il avait vu ces images-là. Et c'est un coin de mon village d'origine qui s'appelle Pietraficile et qui est à 1200 mètres. Et quand il me parlait, je dis, mais il a une vision, c'est incroyable. Donc voilà, je suis content que vous ayez choisi ça. Ouais. Bernard Yalès a dit, j'avais presque l'impression d'entendre un instrument ethnique, donc pas le son traditionnel du saxophone. On va préciser quelque chose, parce que ça traverse tout l'album. Il y a un violoncelle avec vous, et il y a un espèce d'aller-retour, une espèce d'alliage comme ça entre le son du saxo et le son du violoncelle. C'est quand même très présent sur cet album. Oui, j'aime beaucoup je trouve le sax soprano, c'est un des saxophones qui est le moins joué dans la famille des saxophones, on va dire. Et dans la tradition du saxophone alto, ténor, les quintettes se font surtout avec trombone, trompette ou un cuivre. Et le soprano, c'est plus difficile de mettre un saxophone soprano qu'une trompette parce que c'est la même tessiture. Et donc, j'ai toujours aimé jouer avec des instruments plus graves. Et qui ne soit pas un saxophone, donc le trombone par exemple, ou le violoncelle. Donc le choix du violoncelle s'est fait pour le précédent album, Amour Esperanza, et puis on a décidé de continuer l'aventure en trio. Ouais, donc c'est Lot Verkamp qui est au violoncelle, et il y a Artan Buleskaj, si je le prononce correctement, pour la guitare. Et puis il y a également l'apparition de Nicolas Theiss et de François Vaiana, votre fils, également sur cet album. Bernard. Oui, un jour, quelqu'un pour une présentation, je ne sais plus, d'un film, m'avait dit, mais vous, en parlant de vous êtes les artistes, vous êtes des nomades sédentaires. Et je trouvais que c'était une belle manière de parler de nous, et comme tu as exprimé voilà, ton amour à la fois du voyage et à la fois de tes origines, je trouve qu'il y a vraiment de ça aussi dans cette musique qui nous fait tout de suite voyager comme ça. Voilà. Oui, la musique, c'est le voyage inévitablement, parce que dès que tu entends une note, tu attends la suivante, ou dès que tu entends un accord, là c'est la base de l'harmonie, on a envie qu'il se résolve, on a envie qu'il aille ailleurs. Et donc dans la musique, c'est inévitable, c'est un rapport au temps, un rapport au mouvement, et on voyage dans le temps et dans l'espace. Et donc la musique, c'est voyager, ça c'est clair. Vous êtes d'accord avec ça, Margot? Quand on écoute un album, on doit avoir des images, et ça doit être une sorte de film qu'on peut déjà se faire dans sa tête avec les ambiances? Ouais, complètement. Par exemple, le live de Sinatra au Sands dans les années 60, moi j'y suis dans ce casino, c'est incroyable, on y est en fait. Ouais. On est avec eux en train de siroter notre petite boisson et en train de profiter de ce moment. Oui, et ce qui est génial, c'est que pour la postérité, c'est incroyable. On a toujours accès à ces personnalités, à ces voix-là, c'est fantastique. Donc tout à fait d'accord. Donc la musique crée l'image. Bernard, à votre gauche, il y a l'album de Pierre, puisque c'est un vinyle. Il n'est pas sorti en CD, on signale d'ailleurs, il est sorti uniquement en vinyle. J'aimerais que vous regardiez la pochette et que vous me disiez honnêtement, est-ce que ce que vous voyez sur la pochette correspond à la musique que vous venez d'entendre? C'est une grande ville. Oui, c'est une grande ville. C'est une grande ville inversée en même temps. Voilà, je ne vois pas très bien la manière dont c'est monté. Mais oui, effectivement, ça peut être. Enfin, c'est un peu abstrait pour moi, mais c'est une belle couverture en tout cas. Alors le choix, elle est frappante quoi. Ouais, le choix du titre Caméra Obscura et le choix de cette pochette, Pierre Vaiana. On passe de la Sicile à quelque chose qui ressemble à New York ou Boston. Oui, la caméra obscura, c'est un phénomène visuel qui fait que tout objet qui est éclairé peut être reflété à l'intérieur d'une boîte noire. Cette boîte noire peut être une grotte, ou en l'occurrence ici c'est un appartement dont on a occulté les fenêtres, et on a percé un petit trou dans les cartons qui ont occulté cette fenêtre, et c'est un appartement à Manhattan, donc l'image de Manhattan se reflète sur les murs et le plafond de cette pièce à l'envers. Et la photo a été prise par un photographe américain qui s'appelle Abelardo Morel. Je l'ai contacté, il nous a donné les droits pour l'utiliser comme pochette de l'album. Et pour moi, c'est un peu une métaphore de me dire, nous les artistes, nous exprimons le monde extérieur, notre vision du monde extérieur, comme nous le percevons, et chacun en soi
et sa propre caméra obscura, sa propre boîte noire. Et je fais une analogie aussi entre la lumière et le son, en me disant aussi ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit. Les 5 sens, pas simplement ce qui est visuel, se reflètent à l'intérieur de nous d'une manière inversée. Et c'est à nous de les remettre à l'endroit et de remettre de l'ordre dans tout ça et de proposer notre lecture du monde qui nous entoure. C'est un peu ça la métaphore de la caméra obscura. Ouais. Est-ce qu'on peut oublier tout ça et juste se poser, fermer les yeux et écouter votre musique sans les explications? C'est possible aussi ou pas? J'espère. Moi, j'ai tendance à beaucoup trop parler. Donc, dans mes précédents albums, il y a des grands livrets avec une explication pour chaque morceau. Puis je me dis, mais finalement, ça enlève quelque chose aussi. Parce que c'est une mise en abîme. Il y a un ami qui m'a dit, mais l'image que tu proposes du monde, ça devient un nouvel objet qui va se refléter à l'intérieur de nous. Et donc, effectivement, chaque morceau, chaque composition, sans savoir tout ce qu'il y a derrière, c'est peut-être mieux de ne pas savoir ce qu'il y a derrière, en fait, et de pouvoir juste l'appréhender de manière sensuelle, sensorielle, et pas savoir et découvrir et mettre soi-même ses propres images sur ce qu'on entend ou ce qu'on lit. Est-ce que le silence existe dans la musique? Il est fondateur. Il est fondateur. C'est important. Il est fondateur. Ouais. On habite le silence. Ah oui. C'est comme le peintre devant une toile vierge ou l'écrivain devant une page blanche. S'il n'y a pas du silence, on ne peut pas faire de la musique. Donc la première chose à faire, je pense, je ne sais pas si Margot sera d'accord avec moi, c'est de se concentrer sur le silence, en fait, avant de pouvoir l'habiter avec une seule note. Margot est d'accord? La musique, c'est ce qui se passe entre... c'est les notes entre le silence. Il y a une citation comme ça, je ne l'ai plus, mais oui, d'accord, avec Pierre Viana, oui, d'accord, tout à fait d'accord. Alors, il y a les concerts de Margot, il y aura aussi des concerts pour Pierre, il y aura la présentation de cet album, c'est un petit peu loin, mais on peut déjà noter la date, ce sera le 9 avril pour la Jazz Station, et puis vous serez également au festival Jazz à Liège, et ça, ce sera un mois plus tard, ce sera le 9 mai. Et donc, on note pour Bruxelles la date du 9 avril, et je vous propose qu'on écoute un deuxième extrait de votre musique, et cette fois-ci, c'est pas un enregistrement de l'album, c'est en live. Live à la maison, mais live quand même, Pierre Viana. Si on va vous voir en concert, ça va ressembler à ça? Oui, en gros, sauf que malheureusement, je parle beaucoup. Donc je présente les morceaux, voilà. J'aime bien expliquer un peu aux gens parce que, et en fait, je me rends compte, ils viennent me trouver après, ils me disent « Ah, mais c'est bien que vous présentiez les morceaux. Ça nous permet de voyager un peu avec vous. » Donc c'est un peu moins abstrait. J'aime bien le dialogue avec le public et je pense que c'est vraiment important. Voilà, donc ça s'appelle Caméra Obscura. Vous avez déjà joué ensemble, Pierre et Margot, ou ça ne s'est pas encore fait? Une jam. Une jam, oui. À XL, oui. tu te souviens? Ouais,
La petite suite, j'ai oublié le nom du café. Oh, il y a longtemps. Voilà. Est-ce que vous pourriez jouer ensemble dans le futur? Avec grand plaisir. Avec plaisir. Ah bah voilà, on va vous suggérer En fait, je voudrais l'idée. dire quelque chose à Margot, si vous m'autorisez. J'aime beaucoup dans ta musique le côté mélodique. Et le fait que ce soit des chansons, moi j'apporte beaucoup de soin dans mes compositions, je passe beaucoup de temps dans l'écriture et je veux que ça sonne simple, même si c'est compliqué derrière, mais je n'ai pas envie que j'ai pas envie que ça sache en fait. Et j'aime beaucoup dans ta musique le côté très mélodique, le fait que tu utilises la voix et le fait que ce soit des mélodies qu'on a envie de chanter, je trouve ça vraiment super beau. Eh ben voilà. Ça me touche beaucoup, merci. Vous n'êtes pas venu pour rien, Margot. On va vous remercier tous les trois d'avoir participé à cette émission. Vous encourager à aller voir donc Bernard Yerles pour Fallait pas le dire. C'est jusqu'à la fin de l'année, c'est au Volubilis. C'est une pièce qu'on peut aller voir en famille ou avec son amoureux ou son amoureuse, ses enfants et avoir des beaux sujets de discussion quand on ressort. Il y a l'album de Margot Vranken qui s'appelle donc Constellation avec Farahi Malek qu'on trouve sur toutes les plateformes. Et puis un concert à venir pour l'année prochaine et puis concert à venir également pour l'année prochaine pour Pietro Vaiana et son Camera Obscura aussi sur les plateformes mais également en physique. C'est paru chez Igloo. Est-ce que vous avez passé un bon moment tous les trois? Super, Vraiment. super. Eh bien, on va se quitter avec un texte, si vous voulez bien. On va continuer la réflexion. On va s'intéresser au sort des femmes, femmes au pluriel, avec un F majuscule. C'est le texte que nous propose la slameuse Rogine. Je suis une femme, mais à vos yeux, nous les femmes, nous ne restons qu'infâmes. Je n'en peux plus, moi, qu'on nous qualifie de moindres, qu'on veuille nous priver de nos droits en nous prétextant le foulard. Nous sommes des femmes. Certaines se trouvent de l'autre côté du globe et ne peuvent même pas porter une simple robe. Nous sommes des femmes, mais des ventres n'ont pas le choix parce que certains dégénérés croient encore avoir sur nos corps des droits. Nous sommes des femmes, mais toutes petites déjà. Elles se sont fait retirer le plaisir en se faisant charcuter la partie qui se nomme le clitoris. Nous sommes des femmes. Quel drame qu'elles aient atterri sous une pierre tombale à cause de coups qui leur ont été fatals. Mais apparemment, nous les femmes, nous valons moins que ceux d'en haut qui écrivent des lois, puisqu'ils ne les appliquent même pas. Nous sommes des femmes. Beaucoup d'entre elles ont été violées maintes fois, sans aucun état d'âme de leur part. À leur regard, nous restons toutes coupables de leurs troubles mentaux, mais devons-nous donc rester en silence pour les rendre innocents? Nous sommes des femmes, mais dites-moi pourquoi nous, les femmes, dans chaque pays du monde, nos droits diffèrent, alors que sous toutes nos peaux se trouve la même chair. Nous sommes des femmes, et je suis l'une d'entre elles. Je me dis féministe, mais je n'attends pas qu'on m'applaudisse, mais je ne veux pas non plus que l'on nous minimise. Car on pourrait être vos filles, vos mères, vos sœurs, autant que vos amis. Moi aujourd'hui, ce que je revendique, c'est un juste équilibre. Zan, Zendegi, Azadi. Femme, vie, liberté. Femme avec un F majuscule et un pluriel, texte de Rogine. Rogine, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, Insta notamment, rogine.xx.
écrit. Elle prépare également une participation à un spectacle avec Françoise Berlanger et Annabelle Lox autour des femmes. Ce sera à voir dans le courant de l'année 2025. C'était le dernier numéro de Connaissez-vous. Ce n'est pas ma décision, mais c'est l'occasion de remercier tous ceux qui ont participé à ce projet depuis 3 ans. Caméraman et camérawoman, réalisateurs, réalisatrices, script, ingénieurs du son, maquilleuses, infographistes. Merci à tous et merci surtout aux artistes qui se sont succédés dans cette émission depuis 3 ans maintenant. Mélanger les disciplines, mélanger les styles, ouvrir les horizons, c'était le projet de Connaissez-vous. Le projet, vous pouvez le continuer chez vous en continuant à aller voir les artistes sur scène, en achetant des disques, des bandes dessinées, des romans, bref, continuez à faire vivre la culture. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et à très bientôt.